C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. MSF tire la sonnette d'alarme. L'ONG s'inquiète, je cite, de dangereuses lacunes dans la réponse sanitaire alors que l'épidémie se diffuse plus rapidement que les capacités de réponse mises en œuvre sur le terrain. Notre envoyé spécial à Bunia a pu se rendre dans un hôpital. Les détails dans ce journal. L'exploit du Cap-Vert face à l'Espagne, la Roja, ultra favorite de cette Coupe du Monde de football, a été tenue en échec par un match nul 0-0 face à des Cap-Verdiens déterminés et un gardien héroïque. Ambiance et réaction dans ce journal. Et puis ce soir, on vous parlera également de la jeunesse africaine, des diasporas et du continent, comment créer une synergie entre elles et en faire une force pour l'Afrique. Nous poserons la question à notre invité Mamadou Nangalen Barry, technocrate, ancien expert de la Banque mondiale et ancien ministre de l'Agriculture en Guinée. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo se diffuse plus rapidement que les capacités de réponse mises en œuvre sur le terrain. C'est l'alerte de Médecins sans frontières ce lundi. Parmi les causes, la méfiance des malades envers le corps médical. Pour éviter la propagation du virus, les enterrements doivent être faits de façon digne, mais avec beaucoup de précautions. À Mungwalu, premier foyer de l'épidémie, la Croix-Rouge se heurte à de très fortes résistances des proches. Écoutez, le président provincial de la Croix-Rouge de la RDC en Ituri, il répondait aux questions de notre envoyé spécial Aurélie Bazaraki-Bangoula. On a été la cible des attaques verbaux, mais également quelque part des jets de pierres dans la communauté. Mais ce n'est pas forcément les membres des familles affectées qui fait ça, c'est plus les sympathisants, les passants, les connaissances, les proches qui faisaient ça. Donc on n'adhérait pas aussi directement aux activités de la riposte. Mais actuellement, comme la communauté elle-même commence à remarquer l'ampleur de la crache de la maladie au sein d'elle-même, commence aussi à comprendre de manière à laisser à l'équipe de la riposte, la Croix-Rouge notamment, pour assurer les enterrements dignes sécurisés. Et notre envoyé spécial à Bunia s'est également rendu à Mungwalu, premier foyer de l'épidémie. La riposte s'organise à l'hôpital général. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est un balai incessant de voitures humanitaires que nous avons vu dans la cour de l'hôpital de Mungwalu. Alors Mungwalu, c'est le premier foyer de l'épidémie d'Ebola. Ici, les équipes médicales nous l'ont dit, elles se sont retrouvées débordées et démunies face au virus. La zone est sérieusement touchée, nous a confié un médecin de l'hôpital. 15 admissions sont faites par jour. L'ONG Médecins sans frontières est venue en renfort dans l'hôpital pour installer un centre de traitement des malades d'Ebola. Un soulagement pour les équipes de l'hôpital. Si le patient répond aux critères ou à la définition des cas, il va aller directement derrière à l'isolement qui est déjà prévu. Mais s'il ne répond pas aux critères des cas suspects Ebola, le patient va quitter, il va sortir pour aller à la réception de l'hôpital et puis continuer avec son soin dans les services généraux. C'est une façon de protéger non seulement les personnels, donc les staffs, mais aussi les malades eux-mêmes. Parce que si on est déjà trié ici, même si on va dans des salles communes, on n'est pas mélangé avec un cas suspect ou les cas suspects, on se protège aussi. Si le centre de traitement se met en place, il reste encore un grand défi à Mungwalu, créer de la confiance entre les équipes médicales et les habitants. Des médecins avec qui nous avons parlé nous ont dit que peu de malades viennent dans les centres de santé car ils ont peur d'être contaminés ou isolés. Il est donc encore difficile à Mungwalu de casser la chaîne de transmission du virus. Selon Médecins sans frontières, l'ampleur réelle de l'épidémie n'est pas encore connue. Les chiffres officiels, affirme l'ONG, ne reflètent probablement qu'une partie de la réalité sur le terrain, notamment parce que toutes les zones ne sont pas accessibles et les capacités de test encore limitées. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a documenté la mort de plus de 1000 civils dans des frappes de drones au Soudan depuis le début de l'année. L'usage des drones est un tournant dans cette guerre déclenchée en 2023 et qui a engendré ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. La correspondance régionale d'Élodie Cousin.
L'ONU confirme donc ce lundi ce que tout le monde a pu constater depuis plusieurs mois. Les combats et les attaques à l'aide de drones se sont intensifiés dans la région du Kordofan, du Darfour et dans l'état du Nil bleu, près de la frontière éthiopienne. Des frappes de drones qui visent aussi bien des cibles militaires que des zones civiles et utilisées aussi bien par les forces de soutien rapide que par l'armée. Résultat, des personnes sont tuées chez elles, dans la rue ou encore au marché. Aucune précaution n'est prise et les civils sont parfois même ciblés. Pour l'ONU, ces attaques aux drones représentent 80% des décès dus au conflit aujourd'hui. La ville d'El Obeid, au cœur du conflit, assiégée par les FSR, est actuellement la cible d'une offensive des FSR. Dimanche, pour le 5e jour consécutif, des drones des paramilitaires des forces de soutien rapide ont visé des réserves de carburant pour empêcher à l'armée de se ravitailler. Et selon les ONG locales, eh bien, ces attaques aux drones ont fait 23 morts, 23 civils et 19 blessés. Ce recours croissant aux drones est bien sûr stratégique. Il permet de faire une guerre en continu. Alors que la guerre entre dans sa 4e année, les FSR et l'armée se disputent le contrôle de certaines régions, comme El Obeid. Et si les années précédentes, les hostilités et les opérations terrestres pouvaient se calmer à l'approche de la saison des pluies qui va débuter au Soudan, eh bien désormais l'usage des drones permet de poursuivre les combats sans relâche. On en vient à la Coupe du Monde de football avec le match en cours à Seattle aux États-Unis, Égypte-Belgique, une rencontre menée pour l'instant par les Pharaons. Le score provisoire est de 1-0. Et on vous parle évidemment de cet énorme exploit du Cap-Vert qui fait match nul face à l'Espagne pour son premier match dans une Coupe du Monde. En plus d'avoir tenu le coup défensivement, les Cap-Verdiens ont pu compter sur leur gardien héroïque dans son but. Je vous propose d'écouter les réactions des supporters capverdiens à Dakar et l'ambiance autour au micro de nos correspondantes Sarah Sako et Aminatou Diallo. Le Cap-Vert a retenu son souffle avant d'exploser de joie après ce match nul contre l'Espagne. Un match historique, le tout premier joué par l'archipel dans une Coupe du Monde. À cette occasion, le lundi après-midi a même été décrété férié dans l'archipel. Ici, à Dakar, la communauté s'est organisée pour suivre le match. Je me trouve chez Tita, une institution ici à Dakar, coiffeur et grand supporter de football. Alors Tita, comment vous vous sentez après ce match? Bon, quelle joie, Sarah. Tu ne peux même pas imaginer tenir en échec le champion d'Europe pendant un match de la Coupe du Monde. Pour le petit pays que nous sommes, je pense que c'est une victoire. Sinon, qu'est-ce qu'une victoire? Ah oui, ça donne l'espoir. Hein. Là, on peut prendre nos ambitions peuvent grandir un peu et on peut penser à passer au premier tour quand même. Le Cap-Vert gagne, c'est l'Afrique qui gagne et je suis très heureux pour ça. Le Cap-Vert doit encore affronter l'Arabie Saoudite et l'Uruguay en match de poule avec un objectif clair après ce nul contre l'Espagne, se qualifier pour le deuxième tour. Et puis les Lions de la Teranga se préparent à affronter la France demain dans un match aux allures de revanche pour les Bleus et une volonté de remake du match France-Sénégal de 2002 pour les Sénégalais. Un match remporté par les Lions de la Teranga, 1-0. La rencontre se tiendra donc ce mardi 16 à 21h, heure de Paris. Et puis ce soir, nous recevons Mamoudou Nangalen Bari, technocrate, ancien expert de la Banque mondiale et ancien ministre de l'Agriculture de Guinée. Il est actuellement président du conseil d'administration de la compagnie transguinéenne. Et si on le reçoit ce soir, c'est pour nous parler de son action et de sa vision pour la valorisation de la jeunesse africaine, alors que se tiendra dans quelques jours le African Talent Forum à Istanbul, en Turquie, une rencontre panafricaine qui réunit à Istanbul des recruteurs, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs et des représentants institutionnels. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on voit cet engouement pour le football. La première question qu'on a envie de vous poser sur cette diaspora africaine, on voit ces joueurs qui évoluent en Europe, qui choisissent parfois de revenir jouer pour leur équipe nationale. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer la même chose, mais en dehors du football, avec cette diaspora africaine?
Oui, c'est évident. Merci d'abord pour l'invitation. Ce qu'on voit avec la diaspora africaine dans les équipes à l'étranger et aussi dans les équipes nationales, c'est leur capacité à s'adapter, à créer leur intelligence pour sortir du lot et pour devenir des grands joueurs compétitifs à l'échelle internationale. Et cela montre la capacité de la jeunesse africaine, de la diaspora africaine à s'affirmer partout dans le monde. Et avec le foot, il faut comprendre que la même capacité, la même créativité est possible dans les domaines techniques, dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la finance. Donc autant il y a des jeunes capables dans le sport, autant il y a des jeunes capables dans la finance, dans l'ingénierie. Et c'est ce que nous devons développer, non seulement dans les pays d'accueil, en créant le plus de conditions possibles pour les jeunes, mais aussi dans les pays de départ qui sont nos pays. Parce que ce qu'ils arrivent à faire en Occident, cela montre que si on leur crée les conditions dans les pays de départ, en Afrique, dans nos pays respectifs, ils peuvent aussi exceller dans les domaines du sport, de l'art et de la science, évidemment. Alors, on va garder cette métaphore du football. On voit dans ces équipes qu'il y a des joueurs qui évoluent dans leur pays d'origine et il y a des joueurs qui évoluent en Europe, qui sont nés en Europe, issus de cette diaspora africaine et ont réussi à créer cette synergie. On parle beaucoup des diasporas et on a tendance à penser qu'il n'y a pas de talent sur le continent africain. C'est faux. Comment justement réussir à créer cette synergie entre ceux qui viennent et qui ont grandi, qui ont évolué en Europe et les autres qui sont sur le continent et qui ont aussi beaucoup de talent et beaucoup d'énergie? Oui, c'est ce qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas d'opposition entre diaspora et talents locaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est souvent des talents locaux qui se transforment en diaspora et vice-versa. Moi, personnellement, j'ai fait une bonne partie de mes études universitaires en Guinée avant de les continuer aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière en Guinée avant de la continuer aux États-Unis. Ensuite, je suis revenu travailler en Guinée. Donc, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes capacités, les mêmes compétences qui naviguent généralement entre l'Afrique et l'Occident, parce que beaucoup de ceux qu'on désigne aujourd'hui talents internationaux ont commencé en Afrique. Donc, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les capacités à l'international et les capacités sur le continent. Il faut plutôt trouver des moyens de créer des ponts, de détecter les talents et de mettre en convergence la demande locale et les capacités qui sont à l'étranger. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en Guinée, par exemple, avec la vision du chef de l'État, avec le projet Simandou. On voit de quoi notre pays a besoin pour monter ces projets, construire les infrastructures et les exploiter. Et nous sommes allés effectivement chercher les capacités à l'international pour les faire venir. On a fait venir beaucoup de personnes de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Asie. Donc ces personnes sont venues aujourd'hui aider le pays à mettre en place ces projets que nous commençons maintenant à exploiter. Alors comment transformer justement ces réussites individuelles en des réussites collectives dans ces pays? C'est la bonne question de la masse. Donc ici, il ne faut pas seulement faire venir 2, 3 personnes et croire que ces personnes-là vont faire bouger le pays. Donc il faut non seulement faire venir les talents qui sont à l'étranger pour qu'ils viennent avec leur réseau, avec leur expérience, avec leur nouvelle vision du monde, mais ces personnes-là doivent s'adapter aux réalités locales, doivent s'ajouter aux capacités internes. Et c'est effectivement là-bas que le bas blesse souvent. Ce n'est pas 2, 3 personnes qui viennent de l'étranger qui vont changer les pays. C'est la masse critique qu'il faut créer. Et cette masse critique-là, elle ne peut pas aller sans les talents locaux. Et c'est effectivement, quand tu vois l'un des premiers gouvernements créés depuis 2021 en Guinée, c'était une bonne combinaison des talents internationaux avec les capacités locales. Parce que le chef de l'État s'est dit que ceux qui connaissent le terrain, c'est sur eux là qu'on peut s'appuyer pour faire avancer le pays. Et c'est vraiment ce qui nous aide aujourd'hui avec l'ensemble des projets que nous avons, parce qu'au-delà du projet Simandou dont tout le monde parle, et la Guinée, c'est un programme de développement qui a 122 méga-projets, parmi lesquels le projet Simandou et aussi d'autres projets qu'on a commencé à lancer, comme récemment, on a commencé 3 projets de raffinerie. Depuis l'indépendance de la Guinée, on n'avait pas construit une seule raffinerie de bauxite. Et ces 3 dernières années, on a lancé 3 raffineries de bauxite, et dont chacune fait un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est comme ça qu'on fait. Les talents internationaux, les talents locaux, on les met ensemble. Alors, dernière question, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement, mais quel conseil donneriez-vous aux jeunes de la diaspora qui souhaiteraient revenir, investir ou mettre leurs compétences au service de leur pays d'origine, que ce soit la Guinée ou un autre pays, le Sénégal ou autre par exemple?
Oui, la première chose, il faut connaître les besoins de son pays. Il faut savoir où va son pays, parce que sans ça, vous ne faites pas la formation qui est adaptée aux besoins de ton pays d'origine. Et je le dis souvent, l'Afrique n'a toujours pas un déficit de talent. C'est un déficit de détection, un déficit de création de ponts entre les talents étrangers et les besoins nationaux. Merci beaucoup, on aura compris, on en reparlera et je pense que le Rwanda travaille beaucoup sur cette adaptation de la diaspora. On en reparlera cette semaine parce que nous continuerons à parler de ce forum qui se tiendra en Turquie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Merci.